Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pratique concernant le PAT. Juste pour en faire un petit débriefing concernant la vidéo précédente concernant le PAT, on a vu ensemble c'est quoi le PAT. Le PAT qui correspond pour Address Translation. Le PAT il permet de faire un mapping de plusieurs adresses IP privées à une seule adresse IP publique pour permettre l'accès à Internet avec une seule adresse IP publique. Voilà. Après, on a vu ensemble qu'il y a des numéros de port qui sont générés côté inside. Après, donc lorsque le trafic live au niveau du routeur, là où se trouve le net overload ou bien le PAT, dans ce cas-là, en fonction du numéro de port, donc soit il change le numéro de port, soit en fait il garde le même numéro de port en se basant sur ce qu'on appelle une table de NAT. Tout cela, on l'avait vu sur la partie théorique. Donc, si vous n'avez pas encore vu la partie théorique du PAT, là, je vous invite vivement à revenir afin que vous pouvez avoir les notions théoriques par rapport au PAT. Très bien. Donc, la configuration qu'on va mettre en place aujourd'hui, comme je vous expliquais, c'est du PAT. Juste pour un petit rappel concernant ce design, le 192.168.13.0/24 correspond donc à mon réseau local, donc c'est dire mon réseau LAN. Et par la suite, en fait, tout ce qui est en fait envers, ça correspond donc au réseau, on va dire ISP. Ou bien correspond au réseau ISP et des serveurs qu'on l'a simulé qui sont hébergés sur Internet. En outre, ce que j'ai mis au niveau de ce lab là, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises dans la vidéo du NAT statique et la vidéo du NAT dynamique, donc la partie pratique, que le D112.212.212.0 sage 24, voilà, on suppose que c'est un réseau qui nous a été fourni par notre fournisseur d'accès Internet. Ok. Après, dans notre cas, pour la configuration du NAT Dynamic Overload ou bien le PAT, moi exprès je rajoute certains mots comme ça, en fait comme ça, parce que le jour d'examen il peut vous dire juste le NAT dynamique overload, il peut pas, parfois il peut pas vous dire par exemple du PAT, mais bon, parce que le PAT, comme je vous ai expliqué, donc il a deux noms, soit le NAT dynamic overload ou bien le NAT overload ou bien le PAT, c'est-à-dire le port address translation. Donc pour notre PAT, donc on va utiliser juste une seule IP afin de permettre tout ce réseau, le 192.168.13.0, donc qu'il puisse accéder sur des serveurs qui sont hébergés sur Internet avec l'adresse 212.212.212.20. Donc une seule IP qui va permettre à tout ce réseau-là qui est en stage 24 d'accéder sur Internet. Donc on commence notre configuration. Alors la première des choses qu'on fasse lorsque on commence la configuration soit du NAT dynamique ou bien du PAT, qui commence par la création du pool. Alors pour la création du pool, on met IP NAT suivi par pool pour la création du pool ou bien pour spécifier le nom du pool qu'on va créer. Alors Word ou bien pool name, c'est que là il faut qu'on mette donc le nom du pool. Par exemple, le nom du pool qu'on va mettre, c'est par exemple voilà, IP public. Ok, donc lorsqu'on met IP public, il faut en fait qu'il sera suivi par l'adresse IP publique que nous on va l'adresse IP publique que nous on va mettre en place. Alors par exemple dans notre cas il nous demande de mettre un start IP adresse. Alors pour mettre un start IP adresse, donc là on met par exemple le 212.212.212.20 qui correspond donc à notre adresse IP publique qu'on va l'utiliser pour l'adresse IP publique que nous on va utiliser pour les accès Internet. Lorsque je fais un autre point d'interrogation, il me demande d'écrire le int IP adresse, donc qui sera dans ce pool. Voilà, comme je vous ai expliqué dans le diapo de la configuration du PAT, c'est que sinon on va utiliser donc une seule adresse IP publique. Donc dans le pool, on met donc la même adresse qu'on a mis dans le start, on l'a mis dans le int. Donc c'est-à-dire c'est que moi je reprends la même IP côté int. Donc 212.212.212.20. Pardon. Et du coup, si je fais un point d'interrogation, et là il me demande d'écrire le netmask, et le netmask qui correspond à ce range-là, qui est routé vers mon routeur Edge, qui est ce routeur-là bien entendu, c'est
le 255.255.255.0. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on crée une access list. L'access list, c'est afin de permettre donc le réseau interne, donc le 192.168.13.0, pour pouvoir être naté via qui soit en fait naté sur notre routeur Edge. Parce que lorsqu'en fait, dans la configuration du NAT dynamique ou bien du pad, c'est qu'il faut, c'est obligatoire de créer une access list. Comme ça, en fait, on peut mettre, on peut relier, on bien mettre la relation entre le nom du pool et l'access list. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une access list. Si je fais un point d'interrogation, il me demande si je vais créer une access list standard bien étendue. Dans mon cas, je crée une access list standard, cela me suffit largement. Maintenant, il faut que je choisisse l'action que moi je voudrais faire. Est-ce que c'est du permis, du deny ou bien du remarque? Dans mon cas, je vais permettre un réseau LAN, donc ça sera permis, permis, ça veut dire c'est en fait pour autoriser. Alors, suivi par, soit en fait par le réseau, soit vie par in source host, donc c'est-à-dire c'est que n'importe quelle source adresse, ou bien le host. Dans ce cas-là, je vais mettre le réseau 192.168.13.0, et si je fais en fait un point d'interrogation, et là il me demande d'écrire le wildcat bit, donc c'est-à-dire c'est le masque sous réseau inverse. Alors le slash 24, ça correspond au 0.0.0.255. Bon, il y a un point très important, c'est que pour les access lists, on l'a pas encore vu, juste pour un rappel. Parce que le IP Services dans le programme de CCNA 203.1, donc il est avant le module sécurité. Donc c'est pour ça, voilà, même si on anticipe donc, de mettre une access list parce que c'est obligatoire dans la configuration du NAT, mais dans la partie sécurité, dans les access lists, on va prendre tout notre temps pour la configuration des access lists. Alors, je mets access list 10 parmi 192.168.13.0 et le wildcard ou bien le wildcard inverse, ou bien le masque sur réseau inverse. Alors, lorsque je fais ça, maintenant il faut que j'associe donc cette access list à le pool que moi je l'ai créé avec l'adresse 212.212.212.20. Alors maintenant, pour faire cette association, je mets IP NAT et pool. Là, j'écris ou bien je note le nom du pool. Pardon, excusez-moi, non, c'est pas ça. Donc IP NAT, pardon, excusez-moi, IP NAT. Alors, lorsque je fais IP NAT, excusez-moi, si je fais un port d'occasion, alors là, j'ai plusieurs options. Lorsque je fais inside, outside ou bien pool. Hein. En autre cas, je ferai sur mes inside. Comme ça, en fait, je fais l'association entre mon access list et le nom du pool. Et du coup, je mettrai source pour indiquer, c'est pour source address translation. Source address translation pour il y a deux types. Hein. Soit en fait on fait liste ou bien statique. Liste c'est pour dire c'est pour mettre en référence donc l'access list, ou bien statique c'est ce qu'on a vu dans la configuration du NAT statique. Dans notre cas, on va mettre liste parce qu'on a une access list. Donc maintenant il faut choisir, soit on va taper donc le nom qu'on a mis pour l'access list, donc qui est le word, ou bien le numéro de l'access list. Après, comme je vous ai expliqué, nous on a mis donc une access list standard avec le numéro 10. Ok. Maintenant, lorsqu'on fait le numéro d'access list, il faut qu'on spécifie le nom du pool. Alors pour spécifier le nom du pool, c'est que ici je colle l'IP du pool. Et alors l'IP du pool, c'est ce qu'on a mis ici avec l'adresse 212.212.212.20. Très bien. Maintenant, vu que je vais adopter donc la configuration du path au niveau de mon routeur Edge, donc là c'est obligatoire que j'ajoute le mot overload. C'est pour dire que je vais utiliser le path au niveau de ce routeur Edge. Et l'overload, ça veut dire c'est la surcharge. Et la surcharge dans la configuration du NAT, ça correspond au path ou bien ce qu'on appelle aussi le NAT dynamic overload ou bien le NAT overload. Alors, après qu'on a fait ça, maintenant tout est nickel. Alors on va voir côté client si en fait j'arrive par exemple à pinguer donc mes serveurs.
Alors là, je viens ici, tac, tac. Alors, si je fais un ping -t 44.44.44. Alors là, j'ai bien en fait le premier paquet en fait qui est droppé, c'est on va dire pour les ARP tout ça. Après donc là, j'ai bien mes équipements qui répondent très bien. Si je fais la même chose pour 44.44, donc là, j'ai bien mon serveur qui me répond très bien. Si je fais commande prompt link -t, donc là, par exemple, là, dans ce cas-là, j'ai pris 3 serveurs, pour moi c'est suffisant. Là, je vois bien en fait comment ça va, donc il répond. À savoir que côté configuration du NAT, j'avais mis une seule adresse IP. Alors, si moi, par exemple, on va dire, je reviens, si je fais un show IP NAT, et là, soit translation base statistique, là, j'aurai tous les statistiques et toutes les informations, Par exemple, là, il me dit que les hits, c'est 1100, 1100, alors 1188. Il me dit que là, la configuration, la configuration du dynamic mapping pour la configuration du NAT, j'ai bien l'access list 10, le pool qui correspond donc à mon pool IP public que moi je l'ai défini. Il me dit que ton pool IP public qui est là, donc qui correspond à 212.212.20, il part jusqu'à 212.212.212.20. En gros, le total d'adresses qui est mis en place par rapport à ce type de NAT qui est le path, c'est total adresse, c'est une seule adresse. Ok, donc c'est dans ce cas-là, il correspond au path. Très bien. Alors, maintenant, si je viens au niveau de mes équipements, commande prompt, et là, j'arrête le ping, ok. Commande prompt, là, j'arrête le ping, par exemple. Et là, par exemple, j'arrête tous mes pings. Je viens au niveau de mon routeur, par exemple, et je mettrai en fait sur IP NAT translation. Bon, en fait, ici pour l'instant, j'ai juste en fait c'est des paquets SMP. Bon, j'ai toujours pas en fait généré en fait du trafic. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est en fait de générer en fait un trafic de type TCP. Donc, c'est-à-dire vers les accès en fait en HTTP vers mon serveur. Pour l'accès, pour faire ceci, en fait, vous venez sur le desktop alors, vous allez ouvrir donc le desktop et du coup, vous venez sur web browser, donc dans l'onglet desktop. Dans ce cas-là, je vais utiliser donc l'adresse IP de mon serveur de destination 44.44.44 et là, j'ai bien accès en fait à mon serveur. Je refasse la même chose côté web browser aussi. Je fais un HTTP sur le 44.44.44.44. Là, j'ai bien l'accès, donc c'est aucun souci. Et là, j'ai bien mon web browser, je reviens. Je fais un HTTP aussi sur le 44.44.44.44. Et là, j'ai bien les accès. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je viens sur mon routeur Edge. Et là, je refasse sur IP Address Translation. Alors, dans ce cas-là, je vois bien que j'ai bien généré en fait un trafic TCP. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la terminologie de mon NAT. J'ai bien en fait l'inside local. L'inside local, j'ai bien mon adresse IP interne 192.168.13.22 qui sort avec le port 1026. L'inside global, donc lui, ce qu'il a fait, donc il a changé donc l'adresse IP source avec l'inside global, c'est-à-dire l'inside global c'est l'adresse IP publique que moi je l'ai mis dans mon pool pour avec le path. Alors là j'ai bien en fait l'adresse qui apparaît 212.212.212.20 et là regardez très bien ce que j'ai ici, en fait j'ai le port 1024, donc c'est-à-dire c'est que il a utilisé donc un autre port donc qui est le 1024. C'est pour ça en fait je vous ai dit dans la partie théorique, c'est que lorsqu'en fait vous avez un numéro de port qui est généré côté local, donc c'est-à-dire à partir de votre machine, soit lorsque le trafic arrive au niveau de votre routeur, il faut y accéder donc par exemple sur un serveur,
et on va dire, via la fonction du path qui est adoptée au niveau de votre routeur, soit en fait il va utiliser le même numéro de port, soit en fait il va changer. Dans ce cas-là, en fait, on voit très bien, il a changé. Ok, alors, il y a un point que je veux le rajouter. Alors, je vais sauter cette ligne-là. Regardez très bien ce qui est ici. 192.168, 13.14. Alors, 192.168, 13.14, en fait, c'est un autre host. Un autre host qu'il a utilisé, donc, l'adresse, pardon, le port 1026. Donc, c'est le même que 1322. Donc, cela ne pose aucun problème. Mais, côté routeur, il a utilisé un autre numéro de port. Donc, c'est-à-dire 1026. Donc, bon, ici, en fait, vous pouvez constater qu'il a utilisé le même numéro de port. Mais dans ce côté-là, dans la première ligne, en fait, il a utilisé un autre numéro de port parce que le 1026, par exemple, il était déjà mappé pour l'adresse IP 192.168.13.14 lorsque le trafic de retour il arrive sur le 212.212.212.20 sur le port 1026. Après ici, en fait, vous avez donc un autre host qui a généré le trafic TCP, le 13.25 qu'il a généré via le port 10.25. Et de côté Inside Global, là où il y aura un changement d'adresse d'IP source, donc le routeur il a utilisé le même numéro de port qui est le 10.25. Après, côté Outside Local et Outside Global, c'est la même IP parce que là, on utilise ce qu'on appelle le source NAT, ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Donc très bien. Très bien. Après, si vous voulez en fait partir un peu plus loin, vous pouvez utiliser un debug IPNet. Un debug IPNet. Donc si moi je reviens sur par exemple mon browser. Alors là, j'aurai l'accès à mon serveur et du coup en fait là j'aurai quelques informations. Là par exemple, il me dit que la source c'est 192.13.10, donc il a été changé avec le 212.212.212.20, donc il correspond donc à mon adresse IP côté path et côté pool, et la destination c'est 44.44.44. Après du coup là il me dit donc le sens de retour c'est 44.44.44, et du coup là c'est la destination c'est 212.212.212.20, et il va regarder en fonction de sa table de NAT, il va trouver que il va trouver en fait que on va dire que l'IP qui avait demandé ces serveurs-là 44.44.44, donc il correspond en effet donc à 192.168.13.10. J'espère que cette configuration qu'on a mis en place, donc il était retenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre ou bien nous soumettre vos questions dans la partie questions-réponses sur Udemy, et nous serons très contents de répondre et ou bien prendre avec vous le contact pour répondre à votre question. Merci.